Bonjour à tous, donc on va commencer aujourd'hui une nouvelle série de chapitres sur les fonctions. Alors vous avez déjà entendu parler de fonctions ces dernières années, notamment des fonctions linéaires et des fonctions affines. Voilà, mais alors attention, le concept de fonction est beaucoup plus général que ça, et la plupart des fonctions sur lesquelles on va travailler cette année sont ni linéaires ni affines. Je vous dis ça parce que ça veut dire peut-être que certains d'entre vous ont des représentations mentales qui étaient vraies pour les fonctions affines et linéaires mais qui ne le sont pas en général. Exemple, est-ce que la représentation graphique d'une fonction est une droite? Oui, pour les fonctions affines et linéaires c'est une droite, mais pour les autres, non, c'est pas une droite. Donc voilà, attention, attention à ça. Alors, cette mise au point étant faite, mettons-nous d'accord maintenant sur ce qu'il faut pour définir une fonction. Pour définir une fonction, il nous faut deux choses. Pour ça, il faut comprendre ce que c'est qu'une fonction. Une fonction, c'est une machine à transformer des nombres. Donc, j'ai ma machine, voilà, j'ai mon petit bouton. Quand j'appuie sur le bouton, ça transforme le nombre. Donc, quel nombre? Eh bien, j'avais un plateau d'entrée. Donc, je pose un nombre sur le plateau, j'appuie sur le bouton. La machine avale le nombre, le transforme et en sortie, nous le présente sur ce plateau-là. Donc, connaître une fonction, définir la fonction, c'est à la fois savoir comment elle transforme les nombres qu'on lui met sur le plateau d'entrée pour nous les acheminer en sortie, mais c'est aussi savoir quels sont les nombres qui sont acceptés ici sur le plateau d'entrée. Exemple, la fonction inverse, qui est la fonction qui, quand on lui met un nombre sur le plateau d'entrée et qu'on appuie sur le bouton, ici, nous produit l'inverse du nombre de départ. Est-ce que cette fonction va accepter ici, sur son plateau d'entrée, n'importe quel réel? Eh bien, non. Quel est le réel qu'elle ne va pas accepter? C'est 0, puisque l'inverse de 0 n'existe pas. D'accord? Donc, connaître la fonction inverse, c'est savoir deux choses. C'est savoir que à chaque nombre en entrée, elle va donner en sortie l'inverse de ce nombre. Et c'est savoir aussi qu'elle va accepter en entrée tous les nombres, sauf 0. Voilà, alors ceci étant dit, du coup maintenant on peut lire notre phrase ici. Définir une fonction sur un ensemble de réels, D, c'est associer à chaque réel de D l'unique réel noté f de x. Vous voyez, j'ai besoin de deux choses, j'ai besoin de savoir comment on associe à chaque x son image f de x, quel est le processus de transformation. Mais j'ai aussi besoin de connaître l'ensemble D, c'est-à-dire l'ensemble des réels x acceptés en entrée de cette fonction. Alors, exemple, par exemple, la fonction racine. Le processus de transformation, c'est que pour chaque x, son image va être racine de x. Bon, et l'ensemble des x acceptés en entrée, sur le plateau d'entrée de la fonction, ça va être les x qui sont les réels positifs. On n'est pas surpris, puisqu'on sait qu'on ne peut pas prendre la racine d'un nombre négatif. Donc connaître cette fonction, c'est à la fois savoir que AX elle fait correspondre à racine de x, mais c'est aussi savoir que cette fonction ne transforme que les réels positifs. Alors, 0 appartient-il à R+? Oui, donc la fonction accepte 0 en entrée, et son image, ça va être racine de 0 qui vaut 0. Est-ce que 4 appartient à R+? Oui, donc la fonction va accepter de transformer 4, et elle va le transformer en racine de 4 qui vaut 2. Est-ce que moins 2 appartient à R+? Non. Donc la fonction va refuser de transformer moins 2 en quelque chose. Moins 2 ne fait pas partie de ce qu'on appellera un peu plus tard l'ensemble de définition de la fonction. Voilà, alors on continue avec la notion de représentation graphique. Donc j'ai une fonction, évidemment, si on me donne une fonction, il faut aussi qu'on me donne l'ensemble dit de définition, c'est-à-dire l'ensemble des réels x acceptés en entrée par la fonction. Sa représentation graphique à ma fonction f, qui va être notée cf, bon évidemment si la fonction s'appelle g, on va l'appeler cg, est l'ensemble des points m de coordonnées x, y, tels que x appartient à mon ensemble D, et y est l'image de x par la fonction f.
Voilà. Donc, vous voyez que cette relation y égale f de x, elle caractérise très fortement l'appartenance ou pas d'un point de coordonnées xy à la courbe. Et du coup, on lui donne un nom, cette relation, on va l'appeler équation de CF, équation de la courbe représentative de f. Voilà. Alors, on va prendre un exemple tout de suite. Donc, je m'intéresse à cette fonction qui, à x, fait correspondre 2x sur x moins 1. Donc, cette fonction, est-elle définie pour, accepte-t-elle en entrée n'importe quel réel x? Ben non, on voit bien que quand x égale 1, il y a un dénominateur nul, ça ne marche pas. Donc on va dire qu'elle est définie sur R privé de 1. Le backslash là veut dire privé. Alors, comment vais-je tracer la représentation graphique, la courbe, qui représente cette fonction? Eh bien, je vais prendre un certain nombre de valeurs de x, et puis je vais calculer les valeurs de f de x associées, et je vais placer les points, x étant l'abscisse, et f de x, je le mets en ordonnée. Ça va me donner des points, et je vais ensuite relier ces points. Bon, jusque-là, rien d'étonnant. Alors, il va d'abord falloir que je calcule toutes ces images. Donc, vous voyez, j'ai pris par exemple moins 3, moins 2, moins 1, 0, 2, 3, 4, 5. Et je vais prendre ma calculatrice, je vais remplacer x par moins 3. Je vais trouver que ça fait 1,5. Je vais remplacer x par moins 2. Je vais trouver 1,3333333. Je remplace x par moins 1. Je vais trouver 1. Par 0, je vais trouver 0. Par 1, je ne peux pas. 1 ne fait pas partie de l'ensemble de définition de la fonction. Il n'est pas accepté en entrée de la fonction parce que le dénominateur serait nul. Alors je passe à 2, ça me fait 4. 3, ça me fait 3. 4, ma calculatrice me dit 2,6666. Et 5, ma calculatrice me dit 2,5. Voilà. Et je décide de placer les points correspondants. Donc, abscisse moins 3, ordonnée 1,5. Moins 3, ordonnée 1,5, ça m'amène ici. Un premier point. Abscisse moins 2, ordonnée 1,3. Donc, moins 2, ordonnée 1,3, ça m'amène ici. Moins 1, 1. Alors, moins 1, il est là. 1. 0, 0. Ça me fait ce point-là. 2, je suis en 4, ici. 3, c'est ici. Alors, pardon, le 2, je ne l'ai pas tout à fait bien placé, il est là. 4, 4, c'est ici. Et 5, il est là, c'est ici. Voilà, donc j'ai un certain nombre de points. Est-ce que ces points me permettent de bien tracer ma courbe? Alors je vois que ici, il n'y a pas de problème, hein, ça me fait quelque chose comme ceci. Mais comment la courbe part là? Elle part comme ça, elle part comme ça, on ne sait pas. Donc on se rend compte qu'il va peut-être falloir calculer des points intermédiaires entre 0 et 2. Et du coup, j'ai rajouté, vous voyez, alors 1,3 et 1,5, donc 1,3, ça me fait 8,66666, 1,5, l'ordonnée vaut 6, donc je peux placer 2 points supplémentaires, 1,3, ça m'amène ici, et 1,5, il est là, 1,5, ça m'amène ici, pile à 6. Donc là, maintenant, est-ce que je peux mieux continuer la courbe? Eh bien oui, pas de problème, je peux mieux continuer la courbe. Ici, j'ai le même problème. Toute la première partie, je sais la tracer assez facilement. Mon problème, c'est ensuite, je ne sais pas, est-ce que je pars comme ça? Est-ce que je pars comme ça? Voilà. Donc là encore, il faut que je rajoute des points intermédiaires. Donc en 0,5, ça fait moins 2. En 0,7, f de 0,7 vaut moins 4,666 que j'arrondis à moins 4,7. Vous voyez que j'arrondis à une décimale parce que de toute façon, mon objectif n'est pas d'avoir des valeurs exactes dans le tableau de valeurs, puisque je cherche simplement à placer des points sur un repère. Donc, ce n'est pas très précis.
Alors, 0,5 c'est moins 2, donc 0,5 j'arrive ici, et 0,7, moins 4,7, je suis ici, ce qui me permet donc de continuer à tracer ma courbe. Voilà. Donc vous avez vu comment on a fait. On a choisi des valeurs extrêmes, on a été par exemple de 1 en 1, ou de 2 en 1, de 2 en 2, pardon, ou de 10 en 10, je vais y arriver. Et puis, à chaque fois, on a calculé l'image correspondante. Et puis, à l'endroit où la courbe devient très pentue, où il y a des accidents dans la courbe, eh bien, on rajoute des points intermédiaires pour que notre tracé soit bien précis. Vous voyez qu'en fait, l'idée, c'est que l'écart entre deux points soit à peu près constant. Tant que la courbe a une pente faible, eh bien, on peut espacer les valeurs de x. Quand la courbe prend une pente importante, eh bien, il faut rapprocher les valeurs de x que l'on calcule. Alors, ne pas oublier, important, ne pas oublier de nommer les axes. Donc, vous voyez que là, j'ai l'axe des abscisses x, l'axe des ordonnées y. On aurait aussi pu, simplement pour nommer l'axe des abscisses, plutôt que de mettre un x là, dessiner le vecteur i. Et puis, plutôt que de nommer l'axe des ordonnées en mettant un y, on aurait aussi pu ici dessiner le vecteur j. Alors attention, si j'ai 2 ici, ça veut dire que le vecteur j, il n'aurait fait que la moitié seulement. Voilà. Et puis, donc, nommer les axes, il faut les graduer. Donc là, vous voyez que mes graduations, elles ne sont pas très visibles, mais vous ferez des graduations qui sont bien visibles. Je pense que c'est ça et que c'est ça. Voilà. Pareil en ordonnée. Donc, axe nommé, soit avec x, y, soit en ayant dessiné les vecteurs i et j. Axe gradué, donc des graduations régulières. Si vous avez eu besoin du 8,7, vous ne me mettez pas une graduation 8,7. Non, les graduations, c'est par exemple 0, 2, 4, 6, 8 ou 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Des graduations régulières, vous ne me rajoutez pas un 8,7. On est capable de placer un point et de lire à partir du moment où les graduations sont régulières. Donc, nommer, graduer, orienter les axes. Donc, l'axe, il est soit orienté par la flèche que je mets ici et là quand j'ai mis le x et le y, soit si j'ai décidé plutôt de tracer le vecteur i et le vecteur j, la flèche du i et la flèche du j permettent d'orienter les axes. Voilà, nommer, graduer, orienter les axes. Et puis, la deuxième chose qu'il ne faut pas oublier, c'est de nommer la courbe. Donc, la courbe, il y a 3 façons de la nommer. Attention. Soit elle a un nom, par exemple la fonction s'appelle f, donc la courbe s'appelle cf, c'est ce que j'ai fait ici. Soit vous mettez son équation, et son équation peut s'écrire de 2 façons différentes. Soit si la fonction s'appelle f, l'équation ça va être y égale f de x. Autre façon d'écrire l'équation, c'est y égale, ici, c'était 2x sur x moins 1. Donc voilà, on peut nommer cette courbe-là de ces 3 façons-là, et c'est tout. Pas d'autre façon possible de la nommer. Voilà pour aujourd'hui la représentation graphique d'une fonction. Merci, à très bientôt.